Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers pédagogiques personnalisés de Mulhouse pour cette exposition Histoire de femmes, Histoire de sciences. Alors c'est un petit mot sur l'exposition qui est condensé en l'occurrence de documents dont certains viennent de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, d'autres une magnifique production de l'association Femmes et Sciences et qui vont nous permettre à travers ces différents documents de faire une présentation des personnages célèbres qui ont ponctué l'histoire des sciences et rendre hommage à de nombreuses personnalités dont on est grandement redevable à l'heure actuelle. La première personne auquel je tiens tout particulièrement, c'est vous présenter Hypatie. Alors pour plusieurs raisons. D'une part, c'est probablement la première femme célèbre qui est rentrée dans l'histoire des sciences, qui a laissé une trace ô combien importante. Et puis, vous verrez aussi par rapport à son parcours qu'elle a une certaine représentation, en l'occurrence par rapport à tout ce que l'on fait aujourd'hui dans l'enseignement scientifique et en particulier mathématique. Alors, faisons déjà une petite connaissance avec Hypatie. 400 ans à peu près après Jésus-Christ, fille du dernier directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Hypatie a baigné toute son enfance dans la culture et en particulier les nombreux documents culturels et scientifiques. Elle s'intéressait beaucoup à la lecture et en particulier à la philosophie et aux mathématiques. Elle est partie en Grèce étudier la philosophie et les sciences naturelles. Elle revient à Alexandrie en partie pour enseigner. Et elle est très connue pour l'enseignement. Elle va acquérir une célébrité tant au niveau du peuple de manière générale qu'au niveau des élites. Elle va devenir une référente dans son enseignement et en particulier par rapport à sa capacité de s'adapter à son public, ce qui fait d'elle peut-être, on pourrait presque la considérer comme la première formatrice des pédagogies personnalisées et peut-être on pourrait presque la considérer comme l'initiatrice des ateliers pédagogiques personnalisés. Donc on lui doit beaucoup. Elle est rentrée dans l'histoire pour deux raisons. Alors d'une part pour la qualité de son enseignement et pour une histoire beaucoup moins drôle, c'est la façon dont sa vie s'est terminée. Souvent représentée comme une icône de la lutte contre l'obscurantisme. Savoir qu'Hypatie donc a vécu à la fin, en gros, ce qui était la fin de la période romaine, à une époque où dans sa région la chrétienté prend de plus en plus de place et où les juifs ont également cherché à tenir leur rôle et ça a évolué en conflit. Elle s'est trouvée en plein milieu de conflit entre chrétiens, juifs et romains et pour elle ça s'est très mal terminé. Elle a fini par être enlevée un soir par les chrétiens qui l'ont emmenée dans leur église, où elle a été lapidée, découpée en morceaux, et puis pour être sûr qu'elle finisse par plus rien dire, et donc il a aussi brûlé les morceaux. Alors autant dire qu'on parle de loin, et de très très loin, et on va voir au fur et à mesure notre parcours effectivement de certaines personnalités. Je vais vous en présenter 6 dans cette petite présentation, et que heureusement ça a évolué, mais ça s'est pas fait sans mal. On va laisser Hypatie, on va laisser l'Antiquité, puis on va avancer. Alors pour faire un petit point sur deux personnages célèbres dont il faudra difficilement ne pas parler. Éminoteur, une Allemande qui a fait le bonheur des mathématiques et de la science physique. Pour la petite histoire, elle est contemporaine d'Albert Einstein, pardon, qui en était tout particulièrement admirateur. Alminoteur, un tout petit mot, pourquoi je parle d'elle, entre autres, parce qu'elle est particulièrement réputée aussi bien pour la qualité de ses travaux mathématiques que également pour son enseignement. Elle était surnommée la maman des thésards, c'est-à-dire qu'elle suivait effectivement les étudiants qui préparaient des thèses en mathématiques. Elle utilisait beaucoup le langage, l'échange verbal et la réflexion. Et elle a beaucoup travaillé, entre autres, dans la promotion des mathématiques en Allemagne, à une époque où le nazisme est arrivé politiquement dans son pays. Elle a fui l'Allemagne, elle est partie aux États-Unis où elle a enseigné et travaillé à Princeton, là où également a travaillé Einstein. Malheureusement pour elle, elle n'en a pas profité longtemps, elle est décédée d'ailleurs peu de temps après suite à une opération d'une tumeur. Et un dernier petit mot dans les mathématiciennes avant de parler d'une des légendes beaucoup plus récentes des mathématiques. Un tout petit mot sur Rosa Peter, alors une Hongroise dont je présente ici son livre qu'on trouve encore très facilement. Alors pourquoi je parle d'elle? Parce qu'il y a encore un lien entre mathématiques et enseignement. Son livre qu'on trouve actuellement, c'est une véritable bible de la formation en mathématiques, tant au niveau technique qu'au niveau pédagogique. Il est toujours édité, il est maintenant d'ailleurs préfacé par un des plus célèbres mathématiciens au monde à l'heure actuelle, en l'occurrence Cédric Villani. C'est un véritable cours de mathématiques qui part du début même de l'histoire des mathématiques, c'est le début de la numération qui va jusqu'à l'analyse
et aux études des dérivés et autres, avec une simplicité. C'est un bouquin, c'est un ouvrage quasiment que tout le monde a lu, et si je puis me dire, et surtout, c'est une formidable ressource pour tout formateur et enseignant en mathématiques, tant il y a de richesse pédagogique à travers ses écrits. C'était vraiment une passionnée d'écriture, hein. Elle a commencé à écrire ce livre suite à un échange avec un écrivain qui ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Et du coup, elle en a fait un challenge, c'est-à-dire comment rendre effectivement ses études de mathématiques, elle, c'est vraiment une mathématicienne pure et dure, le plus compréhensible possible. Et elle en a fait cet ouvrage et ce véritable chef-d'œuvre pédagogique. Notre rencontre avec de célèbres scientifiques, on est toujours dans l'univers des mathématiques, et avec une personne ô combien attachante, en l'occurrence Mariam Mirzakhani. Difficile de parler d'elle sans une pointe d'émotion. Elle est malheureusement décédée récemment, en 2017. Figure très emblématique des mathématiques, en particulier au féminin. C'est tout simplement la première personne, la première fille à avoir décroché la médaille Fields. Alors un petit mot, hein, la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, il y a un équivalent qui est la médaille Fields, qui est peut-être encore plus difficile à obtenir. C'est que tous les 4 ans, il faut avoir moins de 40 ans pour l'obtenir. C'est la première et seule et unique pour l'instant fille à l'avoir obtenue. Elle est iranienne, elle a très tôt débuté les mathématiques, même si dans un premier temps elle se passionnait pour la lecture. Elle voulait devenir écrivaine. C'est son frère qui lui a fait découvrir les mathématiques à travers un livre, d'ailleurs, d'un grand mathématicien qui s'appelle Carl Gauss. Elle s'est passionnée pour les maths, elle a étudié les maths en Iran, elle a remporté 2 fois les Olympiades mathématiques très jeune. Et au retour, d'ailleurs, d'une compétition de mathématiques, elle est victime d'un accident de bus dont elle réchappe quasi miraculeusement, alors que plusieurs de ses compagnons vont y laisser leur vie. Elle survivra, elle continuera effectivement ses études. En 2004, elle poursuit ses études aux États-Unis où elle obtient un doctorat. Elle devient enseignante en 2008 à Stanford, pardon, où elle va continuer sa carrière, donc, avant d'obtenir donc, en 2014 la médaille Fields. C'est une personne très attachante qui fait beaucoup de cours, en partie en topologie, son domaine de prédilection. Alors un tout petit mot, hein, si ça vous dit rien en topologie. Là j'ai simplement un petit morceau de feuille entre les mains, donc un bout de feuille tout à fait classique, hein, entièrement que j'ai mis avec un côté blanc et un côté vert pour repérer. Donc il y a ces 2 faces, enfin, un petit morceau de feuille, tout ce qu'il y a de plus classique. La topologie, le principe est tout simple, c'est-à-dire vous imaginez que si je le retourne, simplement un petit mouvement et que je le referme, j'ai créé un des objets topologiques les plus connus qu'on appelle un ruban de Mobius. En fait, par ce simple petite modification, je viens de créer un objet qui n'a plus qu'une face et plus qu'un bord, et dans lequel, effectivement, on peut étudier des propriétés absolument stupéfiantes. En fait, la topologie consiste à étudier, le terme de logie, des objets, des formes géométriques refermées, qui sont non découpées ni déchirées, il faut qu'elles restent entières, et on va en étudier toutes les formes et toutes les déformations possibles. Un des principes, enfin, les principes, c'est presque une anecdote, mais souvent on dit d'ailleurs pour un topologue qu'une tasse de café et un donut, par exemple, sont un seul et même objet. On peut très bien déformer mathématiquement une tasse de café en donut. Voilà, ça c'était le domaine de Mariam. D'ailleurs, on le trouve encore sur les réseaux sociaux en train de donner des cours. Alors, bien sûr, ils sont en anglais, c'est un niveau mathématique assez élevé, mais c'est toujours assez émouvant de la revoir effectivement travailler. Une personne ô combien appréciée. Et pour la petite histoire, donc elle est malheureusement décédée d'un cancer le 14 juillet 2017. Et la veille, sur sa page Facebook, je me souviens encore de l'avoir vu son message: plus je fais des maths, plus je suis heureuse. Alors, on va laisser nos amis mathématiciennes et on va faire un petit pas qui a de nombreux liens avec les mathématiques, puis cette fois-ci, on va s'intéresser aux informaticiennes et en particulier de liens ô combien étroits entre les mathématiques et le développement de l'informatique. Lien ô combien étroit entre les mathématiques et l'informatique, on a une vraie pionnière et passerelle entre ces 2 domaines sous la présence de Ada Lovelace. Alors Ada Lovelace, c'est ni plus ni moins que la fille d'un des plus célèbres poètes, en l'occurrence Byron, dont elle n'aura pas connu grand-chose puisqu'il va abandonner sa famille alors qu'elle avait à peu près 1 an, et d'ailleurs elle ne le reverra plus jamais. Très tôt, sa mère, qui continue à s'occuper de la garder, l'amène à s'intéresser au domaine scientifique. Elle va vite se passionner pour les mathématiques.
Ce qui va l'amener petit à petit non seulement à développer des compétences mathématiques, mais à rencontrer du beau monde, dont Marie Somerville, qui pourrait d'ailleurs être très bien dans cette liste de personnages célèbres, une scientifique de l'époque particulièrement célèbre et importante, qui va l'encourager à poursuivre dans l'étude des mathématiques et des sciences. Et Ada Lovelace, cette Britannique qui va épouser le comte de Lovelace, en fait son vrai nom à la base c'est Ada King, mais elle va devenir Ada King, comtesse de Lovelace, va poursuivre son étude des mathématiques et va assez jeune rencontrer un des personnages ô combien célèbres dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, en l'occurrence Charles Babbage, l'auteur, l'inventeur et le créateur de machines à calculer pour l'époque. Alors quand je dis machine à calculer, hein, c'est forcément de la ferraille. Une première machine, en gros 5 mètres de long, 2 mètres de haut, 50 cm de large et 5 tonnes de ferraille. Une sorte de machine à calculer qui d'ailleurs ne sera jamais totalement terminée, tout simplement parce que les financements ne suivront plus, et les financements ne suivront plus, entre autres, parce que la gestion du projet est, disons, assez chaotique. Ça n'empêchera pas en particulier d'étudier, aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique, la programmation de cette machine. Et la notion de programmation n'est pas juste une notion de vocabulaire. En fait, au-dessus, par exemple, d'elle, vous avez en fait une copie de ce qui est considéré comme l'un, voire le premier programme informatique, la première, on va dire, programmation ici en détaillant étape par étape avec les différentes démarches de ce qui est le calcul de nombre de Bernoulli. Donc autant dire qu'à l'époque, programmation venait tout simplement à chercher à automatiser des calculs. Si ce n'est que Ada Lovelace a cette particularité, c'est qu'elle a déjà une vision incroyable, à savoir qu'elle est déjà consciente que cette capacité de calcul pourrait aussi effectivement être appliquée en particulier à de la musique et à d'autres supports. Elle imagine déjà des machines dont le fonctionnement font étonnamment penser à nos ordinateurs de l'époque. Donc elle est effectivement considérée comme la première informaticienne de l'histoire et avec une vision déjà incroyablement précise et précurseur de ce que va devenir l'informatique. Après avoir parlé de la première informaticienne, en l'occurrence Ada Lovelace, cette fois-ci on va aborder celle qui est considérée comme la maman de l'informatique moderne, en l'occurrence Margaret Hamilton. Elle est née en 1936, elle est américaine, et très jeune elle va se passionner et pour la mathématique et rapidement dans la foulée pour l'informatique et la programmation. Elle va intégrer très jeune également la NASA, où elle va s'occuper donc de programmation informatique et elle sera rapidement chargée du développement des logiciels qui vont être utilisés dans la mission Apollo. Un petit mot, hein, elle est jeune, elle est également jeune maman, elle a beaucoup de travail, du coup elle emmène sa fille Lorraine au boulot avec elle, qui va se faire un grand plaisir de jouer avec sa maman dans la capsule Apollo pendant qu'elle est en train de tester ses programmes. Et pour la petite anecdote, un jour, sa fille va appuyer sur un bouton qui va déclencher un ensemble d'alarmes qui va beaucoup inquiéter sa maman en se disant que si jamais les astronautes font la même erreur, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques en plein vol. Ça va l'emmener à sérieusement réétudier et modifier la façon même dont c'était programmé. C'est-à-dire que passer en fait d'une programmation type recette de cuisine à vraiment d'étape par étape, avec des temps de contrôle et de priorisation des tâches. Alors juste pour l'anecdote, hein, c'est plus facile à dire maintenant que c'était le cas à l'époque, d'autant plus qu'il a vraiment fallu qu'elle lutte contre la hiérarchie pour arriver à convaincre de la nécessité de faire évoluer la façon de programmer. Ça est loin d'être gagné, et heureusement pour ceux qui ont été sur la Lune, ça a pu être mis en place, ça s'est validé. Je dis heureusement tout simplement parce qu'il se trouve que 30 secondes avant l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, en l'occurrence, des alarmes se sont déclenchées après que l'un des astronautes, effectivement, ait appuyé sur un bouton de modification et de réception des informations sur l'ordinateur de bord. L'enquête, dans un premier temps, avait défini que c'était l'astronaute qui s'était trompé en manipulant. En fait, en approfondissant l'enquête, ils se sont rendus compte que c'était une erreur de connexion du boîtier de déclenchement des commandes. Et bien évidemment, des ordinateurs qui à l'époque étaient loin d'avoir les capacités de ce qu'on connaît, se sont trouvés saturés d'informations et déclenché un ensemble d'informations qui saturaient, qui auraient pu bloquer effectivement et rendre ô combien périlleuse l'alunissage, voire mettre les astronautes en danger. Le programme a su effectivement prioriser automatiquement les éléments les plus importants pour sélectionner ce qu'il fallait mettre en œuvre pour faciliter l'alunissage.
Il y a de nombreux documentaires et des images assez connues où effectivement, sur les postes de contrôle, ça s'allume de partout. C'est un vrai feu d'artifice. C'est le seul moment, et c'est le seul moment de crise pendant toute la mission Apollo 11, celle qui a été la première sur la Lune. Et c'est la seule fois d'ailleurs où, en situation d'urgence, d'ailleurs, Margaret Hamilton a dû intervenir, prendre la décision du go ou no go pour allumer. Elle est restée jusqu'en les années 70 à la NASA et avant de la quitter pour ensuite travailler dans le développement des méthodes de programmation et créer sa propre entreprise. Depuis, c'est une dame ô combien respectable qui a, alors en tout cas avant le Covid, elle pétait encore la forme au point de encore régulièrement faire des conférences et pour l'avoir vue alors en ligne, régulièrement encore parler de ses expériences à la NASA et dans son développement de l'informatique. Et elle fait encore de gros travaux, effectivement, de vulgarisation et de présentation de ses travaux en informatique. Juste pour l'anecdote, hein, on la voit sur l'image, on la voit sur d'autres images. C'est une image qui est très connue, donc qui a été prise à la NASA avec une pile de bouquins. En fait, cette pile de bouquins qui fait sa taille, c'est ni plus ni moins l'ensemble du code informatique dont elle était responsable et qui a été créé pour le pilotage de la capsule Apollo 11. On va repartir dans l'espace, enfin encore pas tout à fait, mais avec une personne éminemment célèbre qui a d'ailleurs rencontré Barack Obama et qui a été félicité par lui pour sa carrière absolument fantastique au niveau scientifique. Une personne de plus qui a évolué dans le monde de la NASA et qui a joué un rôle considérable dans les premiers pas, non seulement de l'homme sur la Lune, mais également dans le développement de la NASA elle-même. Alors un petit mot, donc ici on parle de Katherine Johnson, qui a été rendue publiquement très célèbre grâce à un film qui s'appelle Les Figures de l'ombre, qui est issu lui-même d'un livre qui porte le même nom, qui raconte l'histoire de ces femmes noires américaines qui ont grandement participé au développement de la NASA et de la conquête spatiale. Mathématiciennes, elles étaient souvent embauchées, suivant d'ailleurs les propos de Katherine Johnson, comme des ordinateurs à jupe. Alors pour un petit mot, hein, savoir que la notion de calculatrice, pendant longtemps, n'était pas simplement un appareil, mais une fonction. Par exemple, au bout des magasins parisiens, au début du 19e siècle, vous aviez effectivement des personnes, des femmes essentiellement, qui faisaient des calculs du montant des courses à payer par les clients. C'était un métier de calculatrice, bien évidemment, ça a une toute autre connotation maintenant. À l'époque où ces femmes ont intégré ce qui s'appelait pas encore la NASA, mais la NACA à l'époque, effectivement, c'est elle qui était chargée de faire l'ensemble des calculs avant de s'occuper d'un peu plus près de la programmation, ce qui arrivait plus tard des ordinateurs quand la NASA commençait ensuite à s'équiper. Le film présente l'aventure de 3 personnes, donc en l'occurrence Dorothy Vaughan, Katherine Johnson et Mary Jackson. À travers ce film, en fait, on perçoit toute la difficulté de la progression et je dirais tout le talent de ces personnes. Savoir qu'elles se trouvaient forcément à bosser dans une région qui s'appelait la Virginie, c'est-à-dire région ségrégationniste. Donc quand on est femme noire mathématicienne, arriver effectivement à s'imposer pour arriver à jouer un rôle considérable dans la conquête spatiale, c'est double pour dire triple exploit. Katherine Johnson, dans le cadre de ses travaux, elle est connue pour 2 interventions, on va dire très connues, d'ailleurs qui sont relatées dans le film. La première, à la demande de l'astronaute John Glenn, qui avait demandé, pour être plus tranquille pendant le vol, à Katherine Johnson d'intervenir pour faire ses calculs de trajectoire. C'est elle qui effectivement a permis de s'assurer que tout se passe bien au niveau du premier vol du premier Américain dans l'espace, et puis aussi les calculs de trajectoire pour la mission Apollo. Après 33 ans de carrière, elle a quitté la NASA. Elle a été récompensée donc, par Barack Obama beaucoup plus récemment de la médaille présidentielle de la liberté. C'est le titre le plus important que vous puissiez obtenir aux États-Unis pour une personne civile. Un parcours absolument remarquable qui est donc relaté dans le livre et le film. Le livre est beaucoup plus factuel que le film. Et puis l'avantage par contre du livre, c'est qu'il touche un plus grand nombre de personnes. En fait, forcément pour le film, il y a 3 personnes qui sont essentiellement présentées, hein, celles que vous avez actuellement ici affichées. Il y en a d'autres qui mériteraient tout autant de pouvoir être présentées.
Ceci dit, ça vaut le coup effectivement de voir ce film très familial, très grand public et qui a effectivement été très très bien perçu et par le public et par toutes les critiques. C'est vraiment l'occasion de passer un grand moment et qui a le mérite de mettre en valeur ce parcours absolument exceptionnel de femmes exceptionnelles. Terminer notre tournée de femmes célèbres, de cette petite présentation de quelques-unes des 40 personnalités exposées au cours de cette présentation des femmes scientifiques avec Claudie Aigneret, une Française qui est née donc en 1957, elle est médecin, elle est rhumatologue et elle s'intéresse à l'espace, elle participe à un concours de recrutement de futurs astronautes en 1985, elle est retenue. Elle va passer 11 ans à se préparer à une mission spatiale. En 1996, elle s'envolera dans le cadre d'une mission franco-russe où elle passera 16 jours dans l'espace, dans la station Mir. Expérience assez remarquable qui fait d'elle d'ailleurs la première femme française d'aller dans l'espace. Depuis, elle a été en 2002 ministre déléguée et fait d'elle a des parcours parmi les plus remarquables et les plus étonnants, en commençant de médecin jusqu'à ministre et en étant passé par faire un tour dans l'espace. En tout cas, dans celle qu'on va présenter aujourd'hui, c'est celle qui sera montée le plus haut et qui va nous permettre de conclure cette petite présentation en ce qui concerne les personnes scientifiques. Alors un petit mot, hein, l'exposition ne s'arrête pas là. Parmi les personnes que j'ai présentées précédemment, Margaret Hamilton, qui, comme d'ailleurs Katherine Johnson, a eu droit à sa médaille avec Barack Obama, va nous servir de fil rouge pour amener à pratiquer, en l'occurrence ici, l'informatique. Donc elle va nous servir de guide, c'est-à-dire qu'à travers son parcours, on va reprendre avec elle différents points, donc un peu l'histoire de l'informatique, surtout de la programmation. Et puis petit à petit, étape par étape, en fait l'idée générale c'est d'amener les visiteurs jusqu'à une autre partie du bâtiment, où là on est plus dans une partie informatique, et se servir du parcours de Margaret Hamilton comme vecteur d'initiation à la programmation informatique qui est ensuite réalisée dans une autre salle. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi peut-être jusqu'au bout cette présentation de cette exposition. Il y en a à peu près un tiers du volume global, c'est-à-dire qu'ici donc, est présentée une partie mathématique, informatique, et espace et astrophysique. Sachez qu'il y a eu deux autres parties qui pour l'instant ne sont pas exposées, sauf pour des questions effectivement d'espace, puisque mine de rien, il y a encore d'autres parties dans d'autres salles. Donc là, on a 3 salles qui sont occupées. Donc il y a la partie physique-chimie, dont la célèbre Marie Curie pour l'instant ne sont pas exposées, passons dans un autre second temps. Et dans un troisième temps, il y a une autre partie liée à la biologie, médecine et environnement. Eh bien, merci à vous, bonne visite, profitez bien. Et à votre disposition, puisque cette exposition est destinée à être utilisée par le plus grand nombre.